Salut, salut, Jean-Claude Nemo. Retrouve-moi sur Nofi Premier sur la culture noire avec Pascal Archimède, mon pote. Bonjour Jean-Claude Nemo. Salut, salut, Pascal. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ah ben, je te remercie. Musicien, auteur, compositeur, interprète, tu es l'un des membres de Kassav, ce groupe de musique mythique qui a créé le zouk et révolutionné la musique antillaise en la faisant rayonner aux quatre coins de la planète. Pour commencer, peux-tu nous parler de tes débuts dans la musique avant ta rencontre avec les membres de Kassav? Parce que j'ai entendu dire que tu as appris à jouer du piano dès ton enfance. Ben, c'est-à-dire qu'il y avait un piano chez moi quand je suis né. Enfin, quand je suis né, non, peut-être pas. Il y avait un piano à la maison. Donc, par un concours de circonstances, personne ne jouait sur cet instrument. Donc, je me suis mis. Donc, voilà. Et après quelques années, mon père a décidé de me faire prendre des cours de classique parce qu'il estimait que si j'étais vraiment intéressé par cet instrument, il fallait aller jusqu'au bout. C'est pas juste... et c'est devenu plus qu'un plaisir, quoi, si tu veux. D'accord, ok. Parce qu'en fait, donc toi, si on parle date, donc tu es né en 1951 à Saint-Pierre en Martinique, mais par contre, en 1969, tu te rends en France, à Paris, pour devenir prof de musique. Oui, en fait, mon père ne m'a pas trop donné le choix quand j'ai échoué au bac. Okay. Il m'a dit, soit je refais une année et je laisse ma musique de côté, soit je vais dans une école à Paris pour me préparer au professorat de collège, puisque c'était la seule école, l'une des rares écoles qui préparait un professorat de collège sans avoir besoin de bac. Donc j'ai choisi cette option. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai été dans cette école. Quand j'y suis sorti, j'étais à l'armée. Et après l'armée, j'ai un peu fait marche arrière quant au fait de devenir professeur, on va dire. D'accord. Parce qu'en fait, en 1976, tu crées le groupe de jazz Mosaïque avec Bob Brault. C'est pas un groupe de jazz, hein, c'est un groupe on appelait ça à l'époque jazz rock. C'était un peu les enfants de Miles Davis, mais bon, ce qui était appelé jazz rock, c'était plus proche du funk, un peu jazzifié, mais ça n'avait... Bon, c'était très loin du jazz, à proprement parler. Je n'ai jamais été un musicien de jazz, tu vois. D'accord. On a créé ce groupe-là, ce qui n'a duré qu'à peine un an ou deux, hein, d'ailleurs. C'était un groupe expérimental, mais qui m'a fait du bien parce que ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens déjà. Et autour de ça, notamment le batteur Aldo Romano, qui était notre batteur pendant ce petit moment-là. Bon, c'était une belle expérience, on va dire. D'accord, parce que toujours, en fait, en 1976, tu pars en tournée avec Michel Fugain et plus tard avec Eddie Mitchell. Comment ces connexions-là se sont faites? À l'époque, à Paris, j'avais déjà beaucoup d'amis qui travaillaient à droite, à gauche dans le showbiz français. Donc, quand Michel Fugain a eu besoin d'un pianiste pour enregistrer en studio, ils ont fait appel à moi. Et comme la tournée venait après, en fait, c'était même pas Michel Fugain, et c'était la compagnie. C'est-à-dire le Big Bazar venait, il y avait quelques temps que le Big Bazar avait explosé. Et Michel Fugain refaisait un groupe autour de lui qui s'appelait comme ça. Et j'ai pu partir en tournée avec lui. Et quand on rentre dans le showbiz français, en fait, quand on est sollicité à droite, à gauche, parce qu'on compte, tu rentres là chez Fugain, tu finis par connaître des musiciens d'Eddie Mitchell, etc. Et donc, j'ai fait un peu le passage dans la variété française pendant quelques années. D'accord. Et en 78, tu pars en tournée avec Manu Dibongo, avec qui tu joueras pendant quand même 3 ans. Oui, Manu. En fait, Manu, c'est venu du fait aussi que je commençais beaucoup à jouer beaucoup faire des séances avec les Camerounais. Depuis pas mal de temps, à la suite de quoi Manu a fait ma connaissance et m'a demandé de
rentrer dans son groupe. Groupe dans lequel il y avait aussi Michel Alibo en tant que bassiste et Jean-Pierre Coco en tant que percussionniste. Donc, il y avait 3 ans, nous étions 3 Antillais dans le groupe et ça a duré 2-3 ans, oui. OK. Et en 79, donc, tu enregistres à Los Angeles avec Jen Page, qui était l'arrangeur de Barry White, et tu vis 1 an à Los Angeles dans le milieu musical. Parle-nous un peu de cette expérience. Comment ça s'est passé? Ben là aussi, c'était. Moi, j'aime bien les coups de tête comme ça. On me propose quelque chose. Mon pote m'a dit viens enregistrer aux États-Unis. Je dis ah bon, bon, ok, ouais, pourquoi pas. Comme j'étais branché très funky à l'époque, j'ai toujours été assez attiré vers cette musique américaine qui est le R&B, le funk et tout ça. Donc, je suis parti faire cet album. Mais comme l'album ne pouvait pas se faire parce que le chanteur, il voulait vraiment des musiciens bien précis. Il voulait Lee Turner à la guitare, il voulait Gene Page comme arrangeur. Et comme ces gens-là ne sont pas toujours dans la même ville, il faut les réunir et tout ça. Donc, ça a duré quelques mois, 2 mois. En fin de compte, ça a duré plus d'1 an. À la suite de quoi on a enregistré cette bande, mais l'album n'est jamais sorti. D'accord, ok. Parce que, bon, après je suis rentré à Paris, hein, donc je ne sais pas trop pour quelle raison, mais bon, en fait, ça a été une expérience de plus, quoi, finalement, pour moi, de côtoyer les musiciens américains, Wawa Watson, à l'époque, qui était le musicien très prisé. Il y avait Paulino da Costa, il y avait tous ces gens-là qui étaient des musiciens de studio très prisés. Donc, ça m'a permis de faire leur connaissance. Et c'était une belle expérience pour moi, quoi. Ouais, une expérience enrichissante. Et donc, à ton retour, en fait, tu repars en tournée avec Philippe Laville et tu accompagnes aussi Céline Dion, qui en est à tous ses débuts. Non, j'accompagne pas Céline Dion. En fait, quand j'ai été avec Philippe Laville, on a fait l'Olympia. Mais Philippe Laville était en première partie. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait les vedettes américaines. Il y avait ensuite une première partie et le principal chanteur. Donc, c'était l'Olympia de Patrick Sébastien. La première partie était faite par Philippe Laville et à l'époque, j'étais son pianiste. Et dans la première partie, il y avait la vedette américaine qui était Céline Dion, qui avait 12 ans ou 13 ans et qui chantait 2 titres ou 3, je ne me rappelle plus. Donc voilà, bon, mais je ne suis pas parti en tournée avec elle. De toute façon, elle ne faisait pas tourner, elle avait 12-13 ans, sa mère l'emmenait sur scène, et voilà. Mais là aussi, c'était aussi un truc de plus, quoi. Bon. Tu vois, c'est pour ça que j'aime avoir ce genre de conversation-là, de manière à rectifier certaines choses que tu trouves en fait sur le net. Bien sûr. En fait, donc, merci pour cette réponse et merci pour cette justification. Et donc, on arrive en 81. En 81, tu participes pour la première fois avec Jacob Desvarieux et Georges et Pierre-Édouard Décimus à l'enregistrement du 3e album de Kassav. Alors, comment s'est faite cette rencontre, voire même cette connexion avec les membres du groupe Kassav? Ben Jacob, on se croisait, on ne se connaissait pas vraiment, mais on se croisait souvent dans le studio Johanna, qui était le studio de l'époque à Montreuil, un petit studio où tous les Africains venaient enregistrer, etc. Et comme Jacob bossait beaucoup avec les Africains et moi aussi, sans se connaître, on s'est croisés un peu 1 ou 2 fois, il a entendu parler de moi et il m'a demandé de venir enregistrer, non pas un album de Kassav. Là aussi, il y a une rectification. La première fois que je suis venu rejoindre Jacob, c'était pour apparaître dans l'album que produisait Jacob avec Georges pour son album personnel qui s'appelle La Vie. Et s'en est suivi une alchimie, si tu veux, dans cet album qui a fait penser à Jacob que finalement, entre la basse de Georges, sa guitare et mes claviers, ça pourrait faire un truc qui aurait été bien plus loin. Mais à l'époque, il y avait déjà 2 pianistes dans Kassav. Il faut savoir que le Kassav n'a pas démarré avec moi. Kassav a démarré avec Ben Zaïm et avec Douglas Mbida.
Et là, comme Benzaïm n'était pas libre pour le premier voyage que Kassav faisait à l'étranger, on va dire, c'était à La Réunion, Jacob m'a demandé ensuite, après cet album-là, de venir remplacer Benzaïm. Et à mon retour, il m'a demandé de rester. D'accord. Donc, voilà. OK. Et comme on parle en fait du groupe Kassav, sur scène, chaque membre a un rôle, donc chanteur, batteur, synthé, etc. Mais en coulisses, est-ce que ce sont des rôles qui sont définis? Qui est-ce qui définit en fait les rôles pour assurer la cohésion du groupe? Est-ce que chacun y va de sa vibe ou est-ce que vous définissez des rôles? Ben, les rôles se sont définis, j'ai envie de te dire, avec l'expérience de la vie et avec les années qui sont passées. Au départ, c'était un groupe qui était un peu, comment je vais te dire, dirigé de loin par Pierre-Édouard. Jacob avait en charge de chercher les gens qui allaient y participer, donc c'était quand même le patron, quoi, si tu veux. Bien sûr que par la suite, il a bien fallu que chacun d'entre nous, dans les 5, on assure une place de plus en plus évidente. Alors, Jocelyne a plus ou moins été vers tout ce qui est médias, interviews, etc. D'autant plus qu'elle s'est découverte je vais dire un talent d'auteur, parce qu'elle est entrée dans le groupe en tant que choriste. Exactement. Moi, je me suis découvert un talent, enfin, si on peut parler comme ça, de plus ou moins coordinateur du groupe. Quand je dis coordinateur, c'est comme je suis quelqu'un d'assez à l'heure, précis et tout ça. Donc, j'ai occupé, on va dire, une fonction de chef d'orchestre, mais j'aime pas ce mot. Chef d'orchestre, ça veut rien dire dans Kassav. C'est-à-dire quelqu'un qui a un rapport avec les régisseurs, le manager, et qui prend en charge les heures de répétition, comment on répète, à quel moment, on fait quoi, vers quoi. Voilà, c'est tout ce côté-là un peu que j'ai développé au fil des années. Et puis un côté un peu aussi préparateur des spectacles de Zénith, etc., de ça, le spectacle, comment on voit le spectacle, avec quoi, quel artifice on va mettre, etc. Comme si j'ai toujours été très attiré vers le cinéma, vers la mise en scène. Donc ça m'a incombé de manière un peu naturelle, si tu veux. Okay. Georges, c'est plus le côté... alors Georges a une particularité, c'est en plus d'être un musicien qui sait s'adapter à ce que tu veux, il a une manière de réunir les gens et de les mettre dans une vibe positive, ne serait-ce que par ses talents culinaires, qui fait que c'est important aussi d'avoir ce que j'appelle le fou du roi, quoi. C'est-à-dire l'élément perturbateur, en fait, forcément perturbateur du groupe. Et quand tu réunis toutes ces aptitudes-là, ben, ça fait un groupe, quoi, qui est assez homogène et chacun a non seulement une manière de fonctionner pour que le groupe aille plus loin, mais chacun reste dans son rôle. Pour revenir sur Jacob, par exemple, quand on enregistre, c'est lui qui est le majordome, on va dire. C'est-à-dire qu'en studio, c'est lui qui prend les choses en main, qui va décider des séances, comment on les fait, à quel moment celui-là va venir, comment on va, etc. Donc, c'est bien parce que ça nous a permis de nous découvrir nous-mêmes, d'une part, mais en plus de fonctionner, si tu veux, sans se marcher sur les pieds. Tu vois ? Donc, Jacob a son rôle, Jocelyne a son rôle, Georges a son rôle, j'ai mon rôle, Patrick et Jean-Philippe, c'est plus un rôle qu'ils ont sur scène. Okay. Patrick à l'époque et Jean-Philippe. C'est-à-dire qu'ils ne s'immiscent pas trop dans l'organisation du groupe. Par contre, arrivés sur scène, ce sont c'est ces deux-là qui ont le pouvoir, on va dire. C'est comme on fonctionne un peu comme un ministère, on va dire. Tu vois? Ok, je suis d'accord. Voilà. Et donc, je reviens d'un point de vue au niveau des dates. Donc, toujours en 1985,
Kassav fait sa première tournée en Afrique qui s'avéra être un succès. Quel souvenir en as-tu gardé de cette première tournée en Afrique? Le souvenir que on est reconnu sur un continent beaucoup plus que chez nous. Ouais. Alors, c'est vrai que celui qui a inventé la phrase qu'on n'est jamais prophète dans son pays, il a vu tout juste. Parce que les Africains se sont beaucoup reconnus dans nos premiers titres, si tu veux. Okay. Et à telle enseigne qu'on était presque gênés d'arriver dans des stades où les gens nous attendaient comme des stars, alors que, ouais, bon, d'accord, chez nous, on est connus, mais bon, c'est pas ce point, tu vois. Ouais. Et ça te fait un choc que tu comprends pas trop les premiers temps. C'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que l'histoire d'amour entre Kassav et l'Afrique commence. Nous sommes en 1985. Le groupe attire plus de 40 000 personnes. Ce sera le début d'une grande tournée africaine qui passera par Kinshasa, Yaoundé, Dakar ou encore Luanda. Exact, parce que tu sais, dans un entretien, Jocelyne Béroir, donc membre du groupe Kassav, a dit, et je la cite, « Il faut rappeler que Kassav a dû d'abord triompher en Afrique avant que la France ne nous accepte vraiment. » Quel rapport vous entreteniez à l'époque avec les médias nationaux français? De toute façon, le rapport, il n'y en avait pas énormément. C'est quand on a commencé c'est quand on a signé chez Sony que les choses ont été un peu plus nationales et parce que le premier Zénith, on l'a rempli sans l'aide de personne. Juste parce qu'il y avait notre peuple guadeloupéen et martiniquais derrière nous. Tu vois, donc notre réussite, on l'a jamais, on la doit pas à la France, tu vois. Ouais, quand les choses sont devenues nationales, bien évidemment, on est rentré dans le paysage avec une façon un peu, comment je vais te dire ça, parce qu'on arrive avec notre langue. On ne chantait pas en français et on n'a jamais chanté en français. Donc il fallait se trouver une place qui n'était pas évidente. Ça s'est fait par la force des choses parce que année après année, qu'on le veuille ou non, chaque album qu'on sortait était un album où il y avait 2, 3, 4 tubes. Donc c'était une chose tellement évidente qu'on petit à petit, on a forcé les portes des médias français, si tu veux. Et justement, donc chanter uniquement en créole, est-ce que ça a été un vrai frein à la diffusion de votre musique dans les médias nationaux? Non, ça ne l'a jamais été, puisque, comme je t'explique, on était déjà largement connus, publicités et aimés chez nous déjà. Donc, le train était déjà lancé. Et quand je dis chez nous, c'est chez nous, mais aussi en Afrique et dans les autres départements, sans qu'on le sache vraiment, mais je ne sais pas, à Tahiti ou je ne sais où, les autres départements français, puisque la radio faisait forcément office à cette époque, même si c'était, on n'écoutait pas ça toute la journée, parce que c'est sûr qu'on n'était pas les chouchous des radios françaises. Donc, mais quelque part, le travail se faisait underground et jusqu'à ce que nous-mêmes, nous découvrons en Afrique, arrivé là-bas, qu'on est star, tu vois, alors qu'on ne le savait pas vraiment. Mais donc, en parlant de créole, lors du même entretien dont je faisais référence, Jocelyne Béroir évoquait l'existence d'un zouk chanté en français plutôt qu'en créole, qu'elle trouvait insipide. Selon toi, le zouk ne devrait-il être chanté qu'en créole? Oh, tu sais, moi je pense que les gens font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, la génération qui est venue après nous, il y en a très peu qui ont continué à porter le flambeau du créole. Tu vois bien que toute la génération après, il y en a 2 ou 3, mais plus ça a été dans le temps, plus ça a été en français, le zouk est devenu le zouk qu'on déclinait en français. Alors, ceux qui réussissent à percer à l'échelle nationale, c'est tant mieux. Moi, je dis parfait, la compagnie créole a bien réussi. Voilà, chacun a son créneau. Moi, je ne limite rien.
Moi, je dis simplement que plus un groupe réussit avec sa langue, mieux c'est. Mais bon, tu sais, dans ce domaine, surtout quand tu prends le domaine des arts, chacun fait ce qu'il veut. C'est sûr. Mais est-ce qu'on peut parler de réappropriation culturelle lorsque des personnes non afro chantent le zouk? Ah ben, quand on a été en Angola, par exemple, au-delà de chanter le zouk en créole ou pas, c'est une petite partie de l'iceberg, parce que quand tu regardes bien, on a été en Angola où la musique à l'époque, chez eux, n'avait rien à voir avec le zouk. 20 ans ou 30 ans après, eh ben, ils ont créé le kizomba qui est du zouk à leur manière. Exactement. Donc ça veut dire que le fait qu'on ait été chez eux et qu'on ait présenté cette forme musicale alors qu'ils n'étaient pas du tout dans ça, ils avaient une musique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en l'Angola, c'était, on va dire, musicalement, ils ont les mêmes instruments qu'au Brésil. Ouais, c'est ça, c'est clair. Parce qu'ils sont portugais. Exactement. Au départ. Enfin, ils sont une ancienne colonie portugaise. Je m'entends, voilà. Donc, quand tu vas là-bas, tu as le berimbau, tu as le kwika, voilà, et puis leur musique africaine. Donc, ça n'avait rien à voir avec du zouk. Donc, ça veut dire qu'on a frappé des esprits, et l'esprit de toute cette génération qui est venue nous entendre sur les stades et qui avait 10-12 ans, et qui 10 ans après, on fait le kizomba qui non seulement a été repris chez eux comme une musique, mais comme une danse maintenant. Il y a des écoles de kizomba de danse. Donc, je dis, c'est quand même gratifiant pour nous, quoi. Et justement, c'est bien que tu me parles de l'Angola parce qu'en fait, vous avez quand même une relation particulière avec l'Angola. Votre premier concert en 1985, si je ne me trompe pas, a eu lieu à Luanda et un stade de 100 000 personnes vous accueille comme des rockstars ou je devrais dire comme des zoukstars. Et tout ça se passe dans un contexte historique assez particulier. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement? Eh ben, quand on nous a demandé d'aller là-bas, on ne savait même pas qu'il y avait la guerre en Angola. La guerre civile qui avait débuté en 1975, ouais. Oui, alors tant que tu restais dans la capitale, bon, ça allait, il y avait le couvre-feu, bon. Mais quand tu allais dans les provinces, quand on arrivait à Luanda, on nous a mis dans un petit hôtel avec des petits bungalows où on entendait de loin, parce qu'autour de toi, c'était la forêt, des mitraillettes toute la nuit. Wow. Enfin, pas à 100 mètres de nous, mais… Ouais, bien sûr, oui, mais tu entendais. Tu pouvais savoir qu'il y avait la guerre quelque part. Ouais. Et notre concert a arrêté pendant un week-end cette guerre. C'est-à-dire que les belligérants ont décidé de faire un arrêt à tout ça pour venir à notre concert. Ouais. Alors, ça paraît complètement fou quand tu racontes ça maintenant, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Le pouvoir de la musique, quoi. Exactement. Ouais. Cette étape en Angola laissera un souvenir inoubliable aux membres du groupe. Dans le stade, plus de 100 000 personnes les acclament. On est arrivé dans le stade, par exemple, sur un char, comme les chars aux Antilles pendant le carnaval, sur un char, comme le pape. Et quand on a voulu monter sur scène, les gens se sont tous mis debout, ont exigé qu'on refasse un tour, mais à pied, en courant. Ah, c'est quelque chose. Parce qu'en fait, moi, quand je me suis renseigné justement sur cette période-là, les habitants, en fait, ont cherché des soupapes pour échapper à un quotidien difficile. Et vous êtes arrivé là vous avez emmené une espèce d'air frais, quoi. Hein? C'est ça, exactement. Exactement. Et depuis, on y est revenu 3, 4, 5, 6 fois. On est chez nous, là-bas. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Vous êtes tellement chez vous qu'en 2012, la Maison du Zouk voit le jour en Angola et il s'agit quand même du seul musée au monde consacré à la musique antillaise. C'est énorme. C'est ça. Tu as tout dit en disant ça. Mais alors, pourquoi ce musée n'est-il pas aux Antilles, lieu qui a vu naître le Zouk? Est-ce que, je reviens à ce que tu me disais, est-ce que nul n'est prophète dans son pays?
Tu sais, je pense que la meilleure réponse que je peux te faire, ce serait de te dire de poser cette question, la même, à des gens qui sont au poste, parce qu'on ne fait pas une maison, un musée, sans s'adresser aux politiques. Ouais. Donc, sans s'adresser, en fait, je veux dire, ça part d'eux d'ailleurs. Donc, il faut poser cette question-là aux politiques. Mais nous, notre fierté, je pense, au bout de 40 ans et quelques, c'est de n'avoir jamais demandé quoi que ce soit à aucun politique antillais. Ni martiniquais, ni guadeloupéen. On n'a jamais demandé rien à personne. Okay. Tu vois? Et ça, c'est une grande fierté parce que tu sais bien qu'on vit dans un monde où quand tu donnes ça, il faut donner le retour de ça. Ça, c'est pas seulement dans la politique, et surtout dans la politique. Mais je veux dire, tu n'as rien sans rien. Donc, nous, on peut mourir demain tranquille. On n'a jamais demandé à personne. On a fait notre musique. On a fait notre premier zénith sans rien demander. Et ceux qui ont suivi ont suivi. Mais au moins, on a la fierté de dire qu'on n'a pas été quémandé quoi que ce soit. Ok, ouais. Et tu sais quoi, ça rejoint en fait une idée d'engagement parce qu'en fait, en écoutant certaines chansons de Kassav, j'ai l'impression d'écouter des textes engagés sur une rythmique festive et dansante. Est-ce qu'on peut parler de militantisme ou d'engagement chez Kassav? Absolument, absolument. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas voulu, comment je vais te dire, orienter la carrière du groupe vers uniquement ce pôle. Mais il fait partie ça fait partie du patrimoine de Kassav. Les tambours, le cas, c'est pas pour rien. Ça veut dire quelque chose. Les textes, bon, alors, on a, au fur et à mesure des années passées, considéré qu'il n'y avait pas que ça dans la musique. Tu ne peux pas faire une musique engagée tout le temps, sinon tu risques de perdre dans beaucoup. Tu es obligé de mettre le côté festif aussi. Bien sûr. Le côté festif te permet aussi de placer quelques pics à droite à gauche. C'est ça qui est intéressant. J'ai bien compris. Ouais. Tu sais quoi, je souhaite m'arrêter sur 3 morceaux que je considère engagés et recueillir tes impressions. Le premier morceau que j'ai en tête, c'est En bas chaîne là. Et pour moi, la thématique, en fait, c'est l'exil des Antillais, l'esclavage et la conséquence de l'esclavage sur notre façon de penser. Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que je suis à côté de la plaque? Tout à fait. De toute façon, le texte parle de lui-même. Hein, parce que là, il n'y a pas de compromis dans ce texte-là. En bas chaîne là, c'est en bas chaîne là. En bas chaîne à bateau là, il n'y a pas à savoir de quoi tu parles. Voilà, c'est clair et net. Avec derrière démarrer. Voilà. Qui comprendra? À vous de comprendre, en fait, en gros. Ouais. C'est plus que subtil, c'est carrément engagé, vraiment. Le deuxième morceau que j'ai en tête, c'est Business, qui avait été chanté donc, par Patrick Saint-Éloi et Jean-Philippe Martelly, qui raconte un peu la vie de certaines personnes issues du ghetto qui nagent dans l'illicite pour vivre ou pour survivre. Et tout cela, en fait, accompagné de messages positifs, toujours qu'un bé solide, attention pour ne pas glisser, garder là où on marcher. Oui. Est-ce qu'on peut la considérer, cette chanson, comme une chanson engagée? Oui, mais il y a plus engagé que ça. Parce que, bon, ça c'est engagé, mais je serais plus parti sur un titre comme Zoukla c'est seul médicament Nouni. Pourquoi? Il paraît un titre festif, il est festif, mais derrière ces paroles qui paraissent anodines, il y a quand même une sérieuse prise de conscience parce que c'est ça le médicament Nouni, c'est pas, tu peux l'interpréter de 2 ou 3 manières. Et quelles interprétations on pourrait avoir? Si tu l'interprètes de la manière politique, d'ailleurs les politiques ne sont pas privés pour l'utiliser et pour prendre à leur compte cette phrase. Cette phrase n'est pas anodine. C'est seul médicament Nouni. Ça veut dire que, à part s'amuser, la vie est raide, la vie est dure. Donc, quand tu écoutes vraiment chaque phrase de ce texte, il est tout aussi engagé, mais beaucoup plus subtilement. Ouais. Et le troisième morceau que j'avais en tête, c'est Mwendio Awa, où il est fait référence au mythe du fonctionnaire roi aux Antilles.
Oui. Environ fonctionnaire, yeah. Ouais. Je suis dans le vrai ou pas? Absolument. C'est une manière de dire aux gens, c'est bien joli de paraître. Et c'est pas ça la vraie vie. Quelque part. Ok. Voilà. Et en parlant du zouk aujourd'hui, quel regard tu portes sur le zouk aujourd'hui? Alors, je trouve qu'il y a des choses qui se font. Comme dans toute musique, il y a des choses qui se font dans une continuité, avec des nouveautés, puisque chaque appareil, chaque nouveau logiciel, puisqu'on est dans le monde du logiciel, te permet d'aller, je ne dirais pas d'aller plus loin, mais de prendre des directions différentes. Avant, quand tu composais, que ce soit le zouk ou une autre musique d'ailleurs, tu prends un instrument, une guitare et puis tu composes. Après, tu vas te mettre tout ce qui va autour, les batteries, les ceci, les arrangements, les cuivres, etc. La musique se fait de moins en moins comme ça. Pourquoi? Parce que l'ordinateur a créé un système où chacun compose chez lui, pour la plupart des gens, avec des home studios, comme ça s'appelle maintenant, et avec des machines qui te permettent si tu veux composer un titre, tu peux composer un titre sans jamais toucher un instrument. Parce qu'il y a ce qui s'appelle les loops maintenant, où tu peux prendre quelque chose qui existe déjà en le payant. Une tournerie de batterie, une tournerie de basse. C'est une autre manière de composer. Tu prends cet élément-là, tu l'ajoutes à un autre élément, tu as une tournerie et tu peux faire un titre de ça. Donc, c'est une autre manière de voir les choses, une autre manière de composer. Et ça a du bon, ça a du mauvais, comme tout dans la vie. Alors, le bon, c'est que on a des sonorités et des mélanges de sons et des mélanges de styles qu'on ne pouvait pas avoir avant parce qu'on n'avait pas accès à ces logiciels qui nous permettaient de faire cette jonction. Le mauvais, je dirais, s'il y en avait un, c'est les musiciens, on va dire, comment je vais te dire ça, travaillent de moins en moins ensemble, premièrement. Donc, la musique devient de plus en plus personnelle, on va dire. Deuxièmement, peut-être à cause de ça, il y a une pauvreté qui s'installe parce que qui dit que tu travailles tout seul et avec moins de possibilités de rencontrer d'autres gens, d'autres personnes, fait que tu as forcément un appauvrissement quelque part parce qu'il n'y a pas de cohésion. Je dirais pas cohésion, mais je dirais il n'y a pas d'échange tellement. Chacun fait son truc de son côté. Et c'est ce qui est peut-être un peu dommageable dans la musique actuelle, pas plus dans le zouk que dans une autre musique. Hein. Ok. Parce que tu sais, je reviens sur le zouk médiatisé. Le zouk médiatisé semble manquer de profondeur et d'engagement. Qu'est-ce que tu penses du zouk médiatisé? Je ne suis pas certain que ce soit uniquement chez nous, que ça se passe comme ça. Ah oui, mais dans toutes les musiques, hein, d'une manière générale. Hein. Mais bon, comme on parle aux États-Unis, le R&B qui était là dans les années 60-70 était revendicateur. Enfin, pas tout le monde, mais maintenant, on est là pour les paillettes et vendre des albums. Hein. On n'est plus là pour rigoler. Enfin, donc, je ne sais pas si c'est un truc qui incombe seulement à notre musique. Hein. Je crois que c'est un peu mondial. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce que tu me dis, c'est que le mercantile prend le dessus. Mais regarde, le seul fait que quand les clips sont arrivés, ça a tout changé la donne. Parce qu'à partir du moment où tu apparais dans un clip, tu veux apparaître sur ton bonjour, tu vas apparaître avec un artifice de choses qui ont pris tellement d'importance maintenant que quand tu entends les petits jeunes parler, le clip a plus d'importance que la propre musique. Alors qu'elle était là au départ pour défendre cette musique. Maintenant, elle n'est plus là pour défendre la musique, elle est l'élément le plus important. Bon, la musique, c'est presque en deuxième. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, la musique accompagne le clip, alors qu'à la base, en fait, le clip devait être un support qui accompagne la musique. Quoi. Donc, ça change tout. Hein. Ça change tout à ce moment-là. Ça veut dire que l'investissement qu'il y a dans la musique maintenant, elle n'est plus la même qu'avant.
Donc, c'est à tous les niveaux, à tous les postes, au niveau de l'arrangeur, au niveau du compositeur, au niveau du parolier, au niveau de… Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Hein, Non, c'est sûr, ça va avec c'est dans l'air du temps. Mais en parlant de jeunesse, est-ce que tu penses que la jeunesse antillaise valorise le zouk? Parce que moi, personnellement, je sais que certains jeunes ne se retrouvent pas, ne s'identifient pas dans ce style musical, qu'ils trouvent parfois trop souffrant quand ils parlent en fait du zouk et notamment du zouk love. Ah ben, c'est ça la grosse question depuis quelques années. C'est-à-dire que déjà, pourquoi le zouk? Il faudrait déjà poser cette question. Pourquoi le zouk, en grande partie, s'est transformé en zouk love? Alors, il faut savoir qu'à mon époque, quand j'avais affaire à des producteurs de l'époque, je pense qu'ils ont eu une grosse responsabilité dans cette histoire, parce qu'ils se sont rendus compte que le zouk love, finalement, il est fait pourquoi? Pour danser collé serré avec quelqu'un. Alors que si tu fais un zouk qui est festif, ce sera moins le cas, on va dire. Donc, comme ils ont vu qu'il y avait une niche de ce côté, parce qu'à l'époque, fin des années, on va dire 80 par là, ça s'appelait danser sur un carreau. Les jeunes commençaient à danser sur un carreau, mais ça n'impactait que quoi? Les gens de notre communauté. Tu ne vas pas demander à quelqu'un de notre pays de danser comme nous on danse. Donc finalement, ce truc-là nous a desservi parce que tous les compositeurs, les jeunes générations, on leur a presque demandé de manière implicite à faire une musique qu'on pouvait danser que sur le carreau et donc qui devenait une musique purement sensuelle, on va dire. Donc, au fur et à mesure, le tempo a baissé jusqu'à arriver à des tempos, enfin ça ne veut rien dire pour des lambda, mais quand un musicien, tu lui parles d'un tempo à 86, il comprend tout de suite. C'est un tempo qui est hyper lent et qui permet la sensualité. Sauf que au départ, la musique antillaise, de manière générale, pas plus la nôtre que la trinidadienne, jamaïcaine, ce que tu veux de la Caraïbe, c'était considéré par le reste du monde comme des musiques festives. Et c'est ce côté-là qu'on a perdu. C'est pour ça que moi, je suis un peu désolé de ça, parce que finalement, c'est une musique qui nous appartient, le zouk love, je parle. Nous et la France, on va dire, peut-être les pays francophones africains, mais pour le reste du monde, c'est pas porteur. Parce que quand un étranger va venir aux Antilles, pour lui, dans sa tête, il est conditionné pour aller vers des pays où c'est la joie de vivre. Donc, les musiques vont avec. Et tu te rends compte que beaucoup de nos musiques sont à 2 à l'heure, donc ça ne respire pas trop la joie de vivre. Mais en plus, quand tu essaies de comprendre des textes, bien souvent, c'est « tu m'as laissé », etc. Enfin, bon, ou tromper, ou etc. quoi. Alors, encore une fois, je ne vais pas donner des leçons à qui que ce soit. Moi, j'ai fait mon temps, les jeunes, ils font ce qu'ils veulent. Mais je dis que c'est dommage. Parce que tout le côté festif qu'on avait, on l'a perdu. Et je vais te dire une chose, quand tu vas vers d'autres pays comme le Brésil, qui ont aussi récupéré pour beaucoup notre musique, il y a un genre de zouk brésilien qui est en train de s'installer depuis des années, ben, eux, ils n'ont pas choisi le côté love, hein. Ils ont choisi le côté festif. Parce qu'ils ont vite compris que c'était pas très… faire du zouk love, c'était pas très porteur au niveau commercial. Il faut dire ce qu'il y a. Donc, tu ne peux pas sortir en plus d'un pays où ils faisaient de la samba pendant 20 ans, où ils ont le carnaval, où ils sont à 2000 à l'heure, et puis ils vont faire une musique qui est à tempo 86. Donc, franchement, c'est un truc purement francophone, quoi. Martinique, Guadeloupe et maintenant le Kizomba, quoi. Mais voilà, quoi. Insiste que eu sou mentiroso. Todo o amor que eu te dou ainda é pouco. É que eu sou direto e cê acha que eu sou grosso. Não tô acostumado com esse carinho todo. Ok. Alors, toujours en parlant de francophone de France, le 16 mai 2009, Kassav fête ses 30 ans et rentre dans l'histoire de France.
car il devient le premier groupe français, ou je devrais dire francophone, à se produire et à remplir le Stade de France. Entre parenthèses, 65 000 personnes. Qu'est-ce que ça représente pour toi et pour les autres membres du groupe? Oh, très honnêtement, pas grand-chose. C'est bien pour te dire, on a fait le premier groupe français qui a fait le Stade de France, c'est bien parce que d'autres vont te dire, ah oui, mais on savait, c'est pas le premier groupe français. Voilà. Ouais. Ça, c'est politico, machin, bon. Mais si tu veux, c'est pas de la fausse modestie quand je te dis que ça. Nous, on avait l'habitude de faire des stades déjà bien avant le Stade de France de 100 000 en Angola notamment, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ou je ne sais où. Donc, bon, c'est un stade de plus pour nous, à part qu'il est à Paris. Bon, donc c'était bien, bon, formidable, hein, parce que voilà. Mais en termes termes artistiques, on a fait tous les grands stades dans le monde, et voilà, c'était un stade de plus, quoi. Ok, alors je continue. Hein. Alors, par contre, là où c'était glorifiant d'une manière où ça nous a fait quand même plaisir, c'est qu'il y a peu de gens qui savent qu'à ce stade, il y a tous les footballeurs de 98 qui ont leurs mains, comme à Hollywood, à chaque porte du stade, tout autour du stade. Et à part eux, les seuls qui ont leurs mains, à part les footballeurs, c'est nous. C'est vous, ok, d'accord. Bon. Ouais, c'est bon à savoir. Petite reconnaissance, parce que les gens, ils marchent dessus, ils ne savent même pas que, tu vois, que quand tu arrives autour du Stade de France, c'est pas ça que tu vas chercher. Tu cherches la place pour aller voir le match, le concert. Et toujours, en fait, dans les décorations honorifiques, 2021, tu es nommé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, ainsi que Georges Décimus, Jacob Desvarieux et Jean-Philippe Martelly. Jocelyne. Ouais, en fait, les cinq, quoi, les cinq de Kassav. Ouais. Et Jocelyne Béouard, elle est faite officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Donc, juste pour le rappeler, hein, géré par le ministère de la Culture, il s'agit d'une décoration honorifique française qui récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France. Okay? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Moi, je ne suis pas, personnellement, je ne parle pas au nom du groupe, je parle à mon nom, je ne suis pas trop décoration. Bon, je suis un peu mal à l'aise par rapport à ça. Et quand j'ai dit à un membre de mon entourage que je n'étais pas justement mal à l'aise, que je n'étais pas très à l'aise par rapport à ça, cette personne m'a répondu, tu devrais être fier parce que les gens de ta communauté ne t'ont jamais donné quoi que ce soit. Donc, si la France te décore, alors il faut que tu sois fier de ça. Okay. J'avais pas vu, j'avoue que je n'avais pas vu cela sous cet angle. On a reçu ça, je dis bon, très bien, parfait, mais bon, ça ne m'avait pas interpellé avec cet angle. Maintenant, si tu veux, les décorations, c'est bien. Mais moi, comme je dis, ce qui me fait plaisir, c'est d'avancer, de faire de la musique qui marche, qui fonctionne et que les gens aiment aux quatre coins du monde. Et ça c'est mon credo. Le reste, les reconnaissances, les médailles, les ceci, c'est bien, mais bon, voilà quoi. Je n'en fais pas tout un plat, ça ne m'empêche pas de dormir et voilà quoi. Ok. Et donc, en dehors de ta vie d'artiste, tu t'investis aussi dans le milieu associatif et tu es le parrain de 2 associations, Main en Main pour Palchimin et Delphina. Est-ce que tu peux nous parler de ces associations et de ton rôle au sein de ces... La première, qui est guadeloupéenne, je ne suis pas le parrain, j'étais le parrain juste une année pour donner le coup de main. Maintenant, je continue à les aider si je peux, puisque c'est une association qui est contre les malveillances du 3e âge. D'accord. Alors, je pense que c'est une chose qui me touche beaucoup parce que je ne supporte pas
l'injustice faite aux vieux parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont inutiles, ils sont devenus… Ça, c'est un truc qui me dérange énormément. Donc, j'ai voulu beaucoup me pencher vers ce problème-là avec la personne qui s'occupe de cette association. Par contre, l'autre, ma fille m'a fait connaître l'association Delphina, dont je suis devenu le parrain. Et à double titre, je trouve cette association formidable parce que elle aide à l'autre bout de la planète, à Madagascar, les enfants dans les villages en créant des mini-écoles, comme ça s'est passé l'année dernière. Et donc, tu sais bien que tout passe par l'éducation. À partir du moment où un pays, voilà, on ne va pas refaire… mais avant de parler de ceci, de donner à manger aux gens, il faut les éduquer. Et c'est pour ça que dans 20, 30 ans, ils pourront aussi éduquer les leurs et faire des choses dans la vie. Donc, franchement, ça m'a intéressé par ce côté de l'association. Et le deuxième volet de l'association, c'est que en dehors de Madagascar, à Paris, chaque hiver, l'association aide les gens qui sont dehors, dans la rue. J'ai même participé des fois pour aller voir comment ça se passe sur le terrain. Parce que des fois, c'est bien joli de donner de l'argent, donner des vêtements, mais rien ne vaut le terrain. Aller sur le terrain, voir vraiment, parler aux gens, voir vraiment ce qu'ils endurent, ce qu'ils souffrent en hiver. Et ça te change, ça te change dans ta tête. Tu es obligé de changer. Donc, j'essaie de faire au mieux. Avec mon petit nom, ma petite place. Voilà. Et puis, en dehors de ça, j'ai deux, trois personnes que je suis, 2-3 jeunes que je suis de près, qui sont en Afrique et qui font des choses artistiquement qui me touchent et que j'essaie d'aider de manière personnelle. D'accord, ok. Et donc, avec Kassav, tu as fait le tour du monde, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, etc. Est-ce que cette vie de nomade a été compatible avec une vie de famille? Ben, tu penses bien que, surtout nous, alors nous, pendant, on va dire, les 20 premières années du groupe, on n'est pas rentré souvent chez nous. Hein. On était perpétuellement entre deux avions. Et quand on rentrait à Paris, c'était pour préparer, parce que quand tu regardes bien les 20 premières années, il y a eu pratiquement un album, si ce n'est pas chaque année, c'est tous les 2 ans. L'album, il faut bien le préparer à l'avance. Ce n'est pas comme maintenant où les choses se font en 2 temps de mouvement. Il faut préparer les titres, etc. Donc, entre les studios et les tournées, la vie de famille, non, tu n'en as pas. Tu n'en as carrément pas. C'est un regret pour toi? Non, pour regret, non, parce que j'ai eu des bons moments avec ma famille, j'ai eu des bons moments c'est une chose que tu apprends à, comment je vais dire, à combiner, parce que c'est pas forcément quand tu es chez toi 24 heures sur 24 sous le même toit que ta famille que tu as une famille parfaite et que tu t'entends parfaitement bien avec les gens. Hein. Ça veut rien dire, ça. Donc, tu peux très bien… J'ai toujours eu… et puis, je suis quelqu'un de très solitaire. Donc, j'ai toujours été dans mon coin, que ce soit avec ou sans ma famille. Donc, c'est des choses que tu aménages comme tu peux. Et bon… ça s'est pas trop mal passé. La preuve, c'est que ma fille, bon, même si je ne l'ai pas vue, parce qu'effectivement, j'étais en tournée quand elle est née, mais je ne regrette rien, parce que finalement, tous ces sacrifices-là, ils rejaillissent bien après, 20 ans ou 40 ans après, sur ta famille, parce que tu as quand même réussi un parcours. Donc, tu ne peux pas non plus vouloir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Ouais, semer et récolter, quoi. Ben oui, ben oui. Ouais. Alors, deux petites questions. Tu as récemment mis en ligne ton site internet, Le Monde de Nemo. Donc, je suppose que c'est un clin d'œil au dessin animé de Disney. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, ben j'ai voulu, tant qu'à faire un site, j'ai voulu faire un site où j'avais un volet dans le site qui amenait les gens vers mon monde à moi. Et mon monde à moi, c'est quoi? C'est des associations dont on vient de parler. C'est aussi la cuisine, parce que je suis
très, très branché sur ça. J'ai toujours été branché sur ça. Ok. Il y a même un moment où je voulais ouvrir un restaurant. Enfin bon, voilà. Ouais. Mais j'ai toujours eu ce pôle d'attraction qui est le culinaire et puis le sport. Ouais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire le monde de Nemo avec ces 3 pôles et qui m'ont amené à faire maintenant un volet où chaque mois, je me suis dit, tiens, tant qu'à ouvrir un pôle culinaire, par exemple, ben, j'ai voyagé pendant 40 ans, j'ai fait tous les pays de la Terre. Ceux que je n'ai pas fait avec Kassa, je les ai fait avec Peter Gabriel ou avec Manu ou avec Myriam. J'ai vraiment fait toute la planète. Pourquoi pas revenir sur ça et chaque mois présenter une recette que j'ai prise à droite, à gauche dans chaque pays. Donc, je suis en train de faire ça depuis que j'ai mon site. Et puis, le côté sport, vraiment, c'est un côté que j'ai jamais abandonné, quoi. J'ai toujours été très branché sport, très branché sport mécanique en plus. J'ai toujours été attiré. D'ailleurs, quand j'étais petit, je voulais être vraiment un pilote avant d'être un musicien. Mais bon, quand tu es en Martinique, dans les années 60, c'est peu probable que tu arrives à faire… voilà, donc j'ai vite oublié cette histoire-là, mais l'envie m'est toujours restée. Avec mes potes, je fais souvent on fait des virées en karting, quand on a le temps, quand on peut, on fait… et puis, je suis des fois invité dans des trucs de sport automobile. D'accord, ok. Et dernière question que j'ai à te poser, est-ce que tu as des projets à venir? Ah oui, parce que tu sais, je suis quelqu'un… si je me réveille le matin et que je n'ai pas dans mon cerveau un projet que je fais ou que je dois faire ou que je dois mener à bien, je verse très vite vers la déprime. Okay. En fait, je supporte pas de savoir que je n'ai rien à faire. Okay. Je ne sais pas faire ça. Me rester la grasse matinée, je déteste ça. Okay. La sieste, encore plus. Et je suis comme… on dit que la nature a horreur du vide. Mais moi, je suis comme ça. Je fonctionne que en sachant que j'ai ça à faire, que je dois mener ça à bien. Donc là, j'ai mené à bien pendant le confinement parce que c'était exactement le problème que j'ai eu le premier mois où je me suis vu en février bloqué à la maison à n'avoir rien à faire. Ça m'a donné l'idée de faire le site que j'ai fait avec un gars qui est vraiment une perle, qui m'a fait un site absolument fabuleux. Mais le site m'a donné envie de faire un concours de karaoké. Donc, j'ai dû bosser à peu près 15 ou 16 titres à moi pour les mettre dans le concours de karaoké. Le concours que personne n'avait jamais fait, un concours qu'on a décidé de faire avec mes potes du studio, Dick Studio. On s'est dit, tiens, pourquoi on ne fait pas un concours par le net maintenant qu'on est tous confinés? Ça m'a donné envie de faire cette expérience jusqu'au bout. On a eu un gagnant. Ce gagnant, je suis en train de lui faire le titre puisque le gagnant est censé reprendre le titre qu'il a chanté, qu'il a fait gagner et le reprendre en studio avec moi. Donc, je suis en train de reprendre ce titre en studio avec lui faire un clip qui va sortir quand les histoires de Covid vont aller mieux. Et donc, ça, c'est déjà ce premier projet. Et j'en ai 2 qui suivent encore. Que je mène en même temps. Ok. Ouais. Voilà. Il faut vraiment, on repense en fait le monde. On est en train de repenser le monde. Ouais. Ok. C'est ça. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, mon frère, pour cet échange. Je t'en prie, c'est moi. Et puis, on reste connecté. Ça marche. Impeccable. Nickel.